Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. 41 de retour dans Punchline sur CNews et Europe 1 avec Camille Pascal qui nous a rejoint, écrivain. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Camille, ancien conseiller aussi Nicolas Sarkozy, on l'évoquera parce que vous étiez hier au pot qui a été organisé par Nicolas Sarkozy pour ses collaborateurs. Par ses collaborateurs pour Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est l'inverse. Mais en tout cas, vous y étiez, vous nous allez nous raconter les coulisses. Peut-être un mot de la situation dans laquelle nous nous trouvons, peu glorieuse pour ce pays, ce grand pays qu'est la France. Écoutons peut-être juste Jean-Pierre Raffarin, qui était notre invité cette semaine, sur le fait d'avoir une présidentielle anticipée, sur la solidité des institutions. Le raisonnement d'Édouard Philippe n'est pas un raisonnement faux politiquement. Donc on a besoin de l'expression du peuple pour que le peuple tranche. Mais il faut qu'il tranche non pas dans l'émiettement, comme il peut le faire avec des élections législatives, mais plutôt dans le rassemblement avec des élections présidentielles. C'est donc plutôt comme ça que je vois l'avenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Camille Pascal? Élection présidentielle anticipée, oui ou non? Alors, écoutez, moi j'ai une pensée émue pour le duc de Mortemart. Oui. Dernier ministre, président du Conseil de Charles X, dont on s'est beaucoup moqué, et dont j'ai regardé, puisque je me suis occupé un peu de cette affaire, dont le gouvernement a duré 2 heures de plus. Très bien. Voilà. Après, ça s'est mal terminé pour tout le monde. Hein. Oui. Voilà. Sauf pour Louis-Philippe, qui a ramassé. Voilà, bon, ça c'était pour plaisanter. Encore que, il y a des héros de l'histoire comme ça qu'on oublie. Et puis surtout, il y a des redites très amusantes. C'est un peu complexe, là, quand même. Alors, le Raffarin, le Premier ministre, a raison. C'est vrai que si on veut un résultat vraiment tranché, c'est l'élection présidentielle ou le référendum. Quoique, le référendum, les Français ne répondent jamais à la question qu'il leur est posée. Je crois avoir dit sur ce plateau d'ailleurs que, quelle question si on leur demandait de supprimer les impôts et que ça venait aujourd'hui, ils répondraient non. Non, mais en l'occurrence. Ah oui, même si on leur posait cette question-là, voulez-vous supprimer les impôts? Oui, non. Oui. D'accord, ok. Voilà, il n'y a pas besoin de j'en suis convaincu. Ou est-ce que vous voulez la semaine je sais pas quoi, les 32 heures. Les 2h30, il dirait non. Donc, je suis d'accord avec lui. Après, je suis désolé, mais dans les 2 cas, la décision constitutionnellement ne relève que du président de la République. J'ai été un peu étonné, alors c'est peut-être l'émotion qui a fait que sa langue a fourché, mais si mes souvenirs sont bons, et sur un plateau de ce service public avec lequel vous êtes aujourd'hui dans les meilleurs termes, auquel j'ai appartenu. Donc. Mais le Premier ministre actuel, le démissionnaire, parce que ça va très vite, a dit cette phrase étonnante. Il a dit, parce que vous savez, le Cornu, oui, il a dit cette. Enfin, vous me reprenez si je me trompe, mais je crois l'avoir encore vérifié là en venant dans le taxi. Il a eu cette phrase étonnante. Il a dit: j'ai pu assurer au président de la République que la dissolution, l'idée de la dissolution s'éloignait parce qu'il n'y aurait pas de majorité pour une dissolution à l'Assemblée. Alors là, je me suis dit, là, quand même, c'est que vraiment, il n'a pas dormi, parce que, pardon, mais celui qui décide qui décide si la dissolution est toute près, très loin ou n'existe pas, c'est le président de la République. Et c'est certainement pas les parlementaires qui vont décider de se dissoudre. Donc, j'ai pas très bien compris. Mais voilà. Il voulait dire que les gens qui l'a reçu n'ont pas envie d'être dissous. Oui, alors ça, peut-être qu'il aurait pu économiser son temps et faire autre chose, parce que c'était évident. Les parlementaires, ils aiment assez peu les dissolutions. Mais les socialistes ou LR. Vous avez évoqué quelque chose dont on parle assez peu, un référendum. Quelle serait la question du référendum? Justement, la question, c'est je sais pas. Tous les coups. Je sais pas. Donc c'est pour ça que... Non, mais j'en sais rien, moi. Donc ça va donner quoi? Un Premier ministre de gauche, Monsieur Borloo? Quels sont vos pronostics, Camille Pascal? Écoutez, je me suis souvent trompé sur ce plateau. Je vous prends à témoin. Et vous pouvez, notamment récemment. Enfin, vous savez bien que les raisonnements, ce qui est intéressant, c'est pas leur pertinence, c'est leur virtuosité. Bon, donc et là-dessus, je dois pouvoir comment dire, penser plusieurs choses en même temps. Donc, il y a pas que le président qui est omniscient. Et donc, non, je plaisante. Écoutez, j'en sais rien. Moi, ma conviction, c'est que on va vers une reconduction de Monsieur Le Cornu. de Monsieur Le Cornu. D'abord, on sait que c'était le choix
du président de la République dès avant l'autonomination de François Bayrou. Au fond, là, il est installé, il voit les gens, son discours de politique générale est prêt. Bon. Et après, moi, il me semble déposé lundi. Oui, il y a le budget, et moi, il me semble quand même que d'abord un Premier ministre socialiste élégant. On va dire ça comme ça. Vous voyez à peu près à qui je pense. Présentable. Qui va chez le même tailleur que moi. Donc, voyons, c'est ce que j'appelle, moi, le socialisme à visage humain. Et donc, bon, il peut pas tenir. Il peut pas tenir. De toute façon, le RN a dit, enfin, moi je regarde CNews, donc parfois BFM et parfois LCI, mais c'est plus rare. Je me dis, Retailleau pourra pas l'accepter. Il voulait pas déjà de Bruno Le Maire. Alors bon, est-ce qu'il veut de Cazeneuve? Je crains que. Donc moi, comme ça, hein, si c'était pas le Coornu, la dernière cartouche, je me répète parce que je crois l'avoir dit ici, c'est très certainement le gouvernement technique. Alors, en plus, avec des figures inconnues que personne ne peut détester. Ou en tout cas... Ok. Est-ce qu'il y a une fatalité par rapport à la dissolution? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas simplement en train de repousser l'échéance qui devra de toute façon s'imposer? C'est probable, mais... alors vraiment, ayant un peu quand même traîné mes guêtres dans cet univers, je me suis fait, moi, une maxime, c'est que, et ça va vous amuser parce qu'elle ne dit rien, c'est que en politique, ce qui est prévu n'arrive jamais et l'imprévisible est toujours certain. Quand vous avez ça, vous pouvez gouverner. Bon, ouais, donc ça nous avance pas beaucoup, mais c'est très virtuose. On parle un petit peu, Éric, de ce qui s'est passé. Vous avez encore une question d'actualité? Non, mais simplement, on fait comme s'il ne se passait rien pendant qu'on attend, mais la dissolution commence à avoir un prix quand même exorbitant. On parle de la montée des taux d'intérêt, la dégradation de l'image de la France à l'international. C'est pas comme s'il se passait rien, on était dans un univers déconnecté. Toute politique a son prix. Okay. Et tout choix politique a son prix, celui-ci est lourd. Après. Camille Pascal, hier vous étiez donc au pot de revoir de Nicolas Sarkozy. C'est pas comme ça qu'il l'a présenté. Non, mais vous m'avez dit que c'est les collaborateurs qui l'ont organisé pour lui déjà, donc c'est pas lui qui... En fait, ça faisait suite à la tribune que certains d'entre nous avons signé dans le Figaro. Pour dire... Qui disait quoi cette tribune, rappelez-nous? Qui se voulait... en fait... Qui disait, écoutez, voilà, l'homme que l'on condamne, c'est pas celui avec lequel on a travaillé. C'est un homme trop prudent, qui a des défauts, on les a tous essuyés, mais qui se serait jamais embarqué dans cette histoire-là. C'était aussi, je pense, et d'ailleurs le président l'a dit, pour tous ceux qui ont collaboré à la campagne 2007, ce jugement condamne Nicolas Sarkozy. Je ne m'exprimerai pas là-dessus, mais il condamne Nicolas Sarkozy, mais il donne quand même un blanc-seing à la campagne, puisqu'il dit qu'il n'y a pas eu un sou d'argent libyen dans la campagne. Donc, je crois que ça a été un grand soulagement pour tous ceux, moi je n'y étais pas, pour tous ceux qui se sont engagés dans cette campagne. Je pense notamment à Emmanuel Mignon, qui a porté cette campagne, qui a porté ce projet, et qui porter cette accusation comme une croix depuis 13 ans. Et c'est pour ça d'ailleurs, et pour le président et pour elle, que j'ai voulu signer cette tribune, parce qu'au fond, ça les dédouane. Et ça, c'était important. Alors après... Sur l'état d'esprit de Nicolas Sarkozy. Bon, écoutez, moi je suis arrivé avec... je vais être très très franc, je suis arrivé... En réalité, quand la condamnation est tombée, je dois avouer que j'ai pris ça avec... peut-être une distance coupable. Pourquoi? Parce que moi, vous connaissez mon attachement pour le président, c'est pas un mystère, j'en ai fait un livre. Mais je suis les péripéties judiciaires depuis maintenant 12 ans, 13 ans. Donc on a tout eu, les mises en examen, les sorties de nuit avec les voitures, les gardes à vue, les procès, etc. Je ne faisais pas d'illusions sur le délit. Donc, je l'ai pris
Bon, pas avec distance, en disant, bon, de toute façon, c'est le calvaire continu. Et c'est hier que j'étais quand même très, très mal à l'aise d'aller le rencontrer, de le voir, sachant qu'il était un homme condamné à la prison et sans échappatoire. Bien sûr. Eh ben, écoutez, il est arrivé et ça a fini, c'était un meeting. Enfin, c'était incroyable. L'énergie, la solidité, la force de cet homme est incroyable. Voilà. Camille Pascal. Que je vous dise, moi, On est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec cette image d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron qui arrivent au Panthéon pour évidemment la cérémonie de panthéonisation de Robert Badinter. Il salue les militaires sur place. Robert Badinter, évidemment, le garde des Sceaux qui a porté l'abolition de la peine de mort. Quelle trace laisse-t-il dans l'histoire pour vous, Pascal? L'abolition de la peine de mort, c'est pas mince, hein. Vous savez, on parlait de Nicolas Sarkozy. On a souvent parlé ensemble de cette décision. Et il m'a toujours dit, Camille, j'ai une reconnaissance sans limite pour Robert Badinter et François Mitterrand sur cette question. Oui, faut oublier que c'est François Mitterrand qui portait la proposition. Parce que, au fond, ils ont, à part les interventions militaires, ils m'ont enlevé ce poids de la grâce présidentielle, qui est que pour toute condamnation à mort, il y avait évidemment une demande de grâce et que le président de la République, en son âme et conscience, devait, au fond, donner la mort ou sauver quelqu'un. Et il me dit, ça, c'est ce qu'il peut y avoir de pire. On écoute juste la Marseillaise. On écoute la Marseillaise. Il faut se lever. Voilà pour cette Marseillaise avec le président Macron qui va entrer au Panthéon pour cette cérémonie en hommage de Robert Badinter. Il continue à passer évidemment les troupes en revue. Il s'avance vers le Panthéon. Catherine Ney, j'avoue que ça me fait du bien de voir ces images, d'entendre la Marseillaise dans ces temps troublés, de se dire que voilà, il y a une armée. Dans la bibliothèque Sainte-Geneviève. Une armée. Et il y a nos institutions sont encore là, quand même si tout l'armée, oui, est là grâce au ciel, oui, et le président aussi. Il y a un président toujours, et c'est une cérémonie pour un homme qui a fait une chose. Enfin, le président Mitterrand a délivré le pays de ce mal. Donc c'est un moment où on peut avoir une communion, pour quelque chose qui nous soulève l'esprit, l'âme, et on a une gratitude envers ceux qui ont permis que cette chose-là, l'abolition de la peine de mort, oui. Et c'est vrai que Robert Badinter est une icône de notre époque. Parce qu'on en a ri dans les années 30 avec Fernandel, tout condamné à mort aura la tête tranchée. C'était quand même ça. C'était la guillotine. C'était la guillotine. Il a fallu et il l'a fait contre l'opinion publique. Oui. Alors on est une société très paradoxale parce que en pensant à la panthéonisation de Badinter, donc Badinter, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé que personne au fond ne pouvait décider de la mort de quelqu'un. Alors sauf pour la guerre. Et dans le même temps, notre société n'attend qu'une chose, c'est l'euthanasie. Alors, je suis un peu perturbé, vous voyez, parce que l'euthanasie... mais l'euthanasie, on va demander à un tiers de donner la mort à quelqu'un d'autre. Alors, il sera d'accord. Et donc, on a quand même une relation à la mort dans cette société assez étrange. Bien sûr, mais avec cette cérémonie quand même qui... s'énerve un tout petit peu. Moi, personnellement, elle me fait du bien. Espérons que nous n'aurons pas... Pardon. Il y a une forme de sacré laïque, ça fait quand même du bien de voir une forme de sacré laïque, de sacré républicain. Moi, je crois beaucoup. Et on manque vraiment. Et on voit M. Lecornu maintenant, à côté d'Emmanuel Macron. Oui.
Emmanuel. Bon, après, ce sont aussi des images qui sonnent en décalage assez profond avec la réalité de la vie politique de la du vie moment. politique, Alors, oui. je veux bien, oui, c'est des célébrations, il faut commémorer et c'est important. Mais c'est vrai qu'on a un président de la République qui est aussi extrêmement fragile. Il n'a jamais été aussi bas dans les enquêtes d'opinion. Un Premier ministre démissionnaire dont on ne sait pas très bien s'il sera là encore demain, et avec un champ d'incertitude qui est devant nous.